Bagdad, la majestueuse capitale du grand califat abbasside. Pendant des siècles, la ville fut un centre de culture, d'apprentissage, de commerce et de vie religieuse. Le pouvoir abbasside a décliné. Une nouvelle puissance vint dominer l'Asie au XIIIe siècle, l'Empire mongol. Dans les années 1250, Boulagu, le frère du khan mongol, exigea que le calife abbasside, Al-Mustasim, se soumette comme vassal à l'Empire mongol. Le calife, une figure centrale de l'islam sunnite, rejeta cela. En réponse, Boulagu leva une armée immense et marcha sur Bagdad elle-même. Les Abbassides faisaient face à la plus grande menace de leur histoire. Momke Khan ordonna à son frère Boulagu de détruire Bagdad si les Abbassides refusaient, quand s'est dès lors rusé de se rendre. La résistance était-elle possible ? Les Abbassides pouvaient-ils vaincre la machine de guerre de l'Empire mongol ? Rejoignez-nous pour découvrir l'un des événements les plus marquants du Moyen-Âge, le siège mongol de Bagdad. Bagdad fut pendant des siècles la capitale du califat abbasside, le troisième califat fondé par Abbas, oncle du prophète Mahomet. En 751, les Abbassides ont triomphé dans leur guerre contre les Omeyyades, mettant fin à l'ère de la suprématie omeyyade. Pour les Omeyyades, Damas avait été leur capitale, mais les Abbassides ont établi Bagdad comme leur capitale. Pendant des siècles, Bagdad a été l'une des villes les plus importantes du monde médiéval, un centre de commerce, de culture et de savoir. C'était un important centre de population. Des marchands venèrent des quatre coins du monde, y compris les Vikings de Scandinavie, pour faire des affaires à Bagdad. À la haute époque médiévale, le pouvoir des califes abbassides déclina. L'expansion du pouvoir turc dans l'islam oriental a éclipsé le prestige des Abbassides, tandis que des princes turcs ou des sultans kurdes comme Saladin détenaient le vrai pouvoir dans de nombreuses régions du monde musulman. Les califes abbassides devinrent presque des symboles de légitimité et de leadership. Par exemple, Saladin a recherché l'approbation du calife abbasside, bien que le calife lui-même n'exerçât aucun pouvoir réel sur les terres de Saladin. Mais Bagdad resta une ville riche et importante. Au XIIe et XIIIe siècle, les califes abbassides ont noué des liens diplomatiques avec l'Empire mongol en expansion à l'est. Lorsque Muhammad de Shah de l'Empire khwarezmien a menacé les Abbassides, le calife al-Nasir aurait tenté de s'allier à Gengis Khan. Dans les années 1230, l'expansion mongole atteignit enfin les territoires abbassides. L'histoire secrète des Mongols décrit Gengis Khan et son fils Ogodei ordonnant à leur général, Shorma Khan, de soumettre Bagdad. En 1236 ou 1237, Shorma Khan mena une armée vers la ville abbasside d'Erbil. Les Mongols ont mis à sac une partie de la ville, se retirant avant l'arrivée d'une armée abbasside chargée de repousser l'attaque. Les raids mongols sur Erbil et ses environs devinrent presque annuels. Certaines de ces expéditions atteignirent même les murs de Bagdad, bien que les Abbassides aient parfois réussi leurs opérations défensives, repoussant les Mongols à plusieurs reprises. Les califes étaient de plus en plus inquiets face à l'expansion continue de la menace mongole. En 1243, les Mongols ont vaincu les Seldjoukides d'Asie mineure, faisant de l'Anatolie un protectorat mongol. Dès 1241, les califes abbassides ont adopté une politique d'apaisement, envoyant des tribus au khan mongol. Durant les années 1240 et au début des années 1250, des envoyés abbassides étaient souvent à la cour mongole. Les représentants du calife étaient présents lors du couronnement de Guyuk Khan en 1246 et de Möngke Khan en 1251. Finalement, le khan exigea que le calife Al-Mustasim se présente personnellement à la cour mongole et se soumette en tant que vassal. Le calife refusa.
Du point de vue des Khans mongols, qui se considéraient comme les véritables souverains du monde, cela était toujours considéré comme inexcusable et constituait une raison de guerre totale. En 1252, Mongke confia à son frère Hulagu la conquête de la Perse, de la Mésopotamie et de la Syrie. En 1255, un processus de conscription fut achevé dans l'empire de la Horde d'Or, la partie nord-ouest de l'empire mongol, afin de rassembler l'une des plus grandes forces mongoles de l'histoire. Batu Khan, fondateur de la Horde d'Or, envoya des troupes dirigées par 3 de ses neveux, Balagai, Kouli et Tutar, pour rejoindre l'armée de Hulagu, campée devant Samarkand depuis septembre 1255. L'armée, qui comprenait de nombreux ingénieurs et sapeurs chinois, comptait selon certains rapports plus de 100 000 hommes, bien que cela puisse être une exagération. Le 1er janvier 1256, Hulagu mena sa coalition à travers l'Amou Darya, et ainsi commença la campagne mongole pour soumettre la Syrie. Hulagu devait d'abord s'occuper des Ismaéliens, aujourd'hui appelés assassins. À ce moment-là, le général mongol Kitbuga, un chrétien et proche confident de Hulagu, harcelait déjà leur forteresse emmêlée. Toujours peu nombreux, l'ordre des assassins, sous le mystérieux vieil homme de la montagne, gardait son pouvoir grâce à un réseau de forteresses en Perse et en Syrie. En général, les forteresses des assassins étaient si bien placées qu'elles étaient presque imprenables. Mais face à l'armée de Hulagu, ils trouvèrent un égal. Alors que les forteresses des assassins tombaient sous les machines de siège de Hulagu, le dernier vieux de la montagne, Rukn al-Din, offrit sa reddition contre sa vie. Hulagu accepta. La principale forteresse des assassins d'Alamut fut enfin soumise. Début 1257, des centaines de châteaux des assassins furent détruits et leurs habitants massacrés. Il envoya Rukn al-Din à Mongke, qui refusa de le voir. La fin du dernier vieux de la montagne arriva lorsque les gardes chargés de le surveiller le battirent à mort. En avril 1257, Hulagu établit son camp à Hamadan, rejoint par le général Baïdjou et des contingents chrétiens du royaume de Géorgie. Hulagu envoya alors une lettre furieuse au calife abbasside Al-Mustassim, lui demandant pourquoi il n'avait pas fourni de contingent pour la campagne contre les assassins et lui ordonnant de démanteler les murailles froides de Bagdad et de se présenter en personne devant Hulagu à Hamadan. Al-Mustassim manquait de compétences en tant que dirigeant. Il avait surtout confié les affaires militaires et administratives à ses ministres. Son vizir Ibn al-Qarmi l'a convaincu que Bagdad était suffisamment forte pour tenir jusqu'à l'arrivée de renforts d'autres royaumes musulmans. Al-Mustassim répondit à Hulagu avec défi. Il qualifia Hulagu de trop confiant et rappela que plusieurs armées mongoles avaient échoué à prendre Bagdad. Malheureusement pour le calife, on s'en est sorti, Sanissim Yeweyas et son vizir s'étaient lourdement trompés. Bagdad restait une ville prestigieuse, la capitale académique de l'islam, mais elle n'était plus un centre commercial, et son armée souffrait d'un manque de discipline et de ressources limitées. Par ailleurs, il y avait peu de raisons de croire que d'autres grandes puissances musulmanes viendraient en aide au calife. Ses relations avec les Mamelouks d'Égypte, principal royaume musulman voisin, étaient tendues, et les puissances musulmanes d'Espagne, affrontant la montée des royaumes chrétiens du Nord, ne pouvaient les pas aider. En réponse à cette défiance, Hulagu a déplacé ses armées à Tabriz en juillet pour organiser une invasion. À l'automne, il était prêt et a divisé ses forces en 4 colonnes. Il a avancé sur Bagdad. Kitbuka menait l'aile gauche, avançant vers le sud à travers les monts Zagros, puis tournant à l'ouest pour atteindre Bagdad par le sud-est. Pendant ce temps, Baïdjou tourna vers l'ouest, traversant le fleuve Tigre à Mossoul. Les dirigeants locaux se sont rendus, et Baïdjou avança au sud pour encercler Bagdad par le nord. Hulagu marcha avec la colonne centrale, accompagné de Balagai, Kouli et Tutar. Le siège de Bagdad approchait.
Les préparatifs du siège par Ibn al-Alqami furent laxistes et les murs seulement partiellement renforcés. En effet, il est possible qu'al-Alqami lui-même ait été un traître, communiquant secrètement avec Hulagu et promettant de se soumettre entièrement aux Mongols, si on lui permettait d'agir en tant que gouverneur de Bagdad. En janvier 1258, une force abbasside a tenté en vain de résister à l'avancée mongole par un geste héroïque. Cependant, les Mongols ont détruit les digues sur les rives du Tigre, inondant le camp abbasside et bloquant leur voie de retraite. L'avant-garde de Hulagu était alors libre d'abattre les troupes abbassides pratiquement à sa guise. Les 4 colonnes mongoles convergèrent alors complètement sur Bagdad. L'armée de Baïdjou prit le quartier commercial sur la rive ouest du Tigre. Hulagu captura ensuite les faubourgs orientaux chiites hors des murs, où le commandant mongol fut accueilli en libérateur. Les Mongols assiégèrent Bagdad avec un fossé et un rempart. Le 30 janvier 1258, les machines de siège de Hulagu attaquèrent les défenses de la ville. Les archers retirèrent des flèches dans la ville, portant des messages assurant que ceux qui se rendaient seraient épargnés. Le calife al-Mustasim envoya un émissaire à Hulagu pour lui offrir sa soumission totale comme vassal. Hulagu n'était plus intéressé. Il exigea une reddition totale. Le 4 février, la tour perse fut percée et, le 6 février, tout le mur de la ville s'effondra et fut occupé par les Mongols. Finalement, al-Mustasim se rendit sans condition. Le 4 février. Bagdad était tombé. Pendant 7 jours, les Mongols ont défendu les murs de l'Est. Hulagu a envoyé des messagers dans la ville, offrant une amnistie à toute garnison se rendant. Comme convenu, les troupes abbassides ont déposé les armes et sont sorties de la ville, seulement pour être alignées, sains et séquemment massacrés comme du bétail. Ensuite, le calife est sorti avec ses fils et des milliers de ses fonctionnaires et courtisans pour se jeter à la merci de Hulagu. Le calife, ses fils et les hauts dignitaires furent capturés, les autres exécutés. Le 13 février, Hulagu ordonna que la ville soit mise à sac. Ainsi commença l'un des épisodes les plus cauchemardesques et violents de l'histoire médiévale. Durant une semaine, la ville subit viols et pillages. À Bagdad, les chrétiens nestoriens se réunirent dans leur église. Ceux-ci furent épargnés par les troupes mongoles, en partie parce que l'épouse de Hulagu était elle-même chrétienne nestorienne. Ils n'ont pas épargné la population sunnite. Les belles rues arquant de la ville étaient enjonchées de cadavres et les troupes de Hulagu ont pillé chaque quartier de fond en comble. Les mosquées et les palais ont été incendiés, les bibliothèques pillées, les livres dérobés pour leurs reliures en cuir. Les historiens ont longtemps regretté la destruction de la Maison de la Sagesse, grande bibliothèque de Bagdad où étaient conservés de nombreux ouvrages de médecine, philosophie et astronomie. L'énorme trésor du calife fut chargé dans 2 chariots et envoyé en triomphe à Menkai Khan. Un chroniqueur musulman, Wassaf, laisse un récit saisissant de l'événement. Ils ont déferlé sur la ville comme des faucons affamés attaquant un vol de colombes, ou comme des loups enragés attaquant des moutons, les reines lâches collées le visage sans honte, tuant et semant la terreur. Des têtes et coussins en or incrustés de bijoux furent découpés et mis en lambeaux. Celles qui se cachaient derrière les voiles du grand harem furent traînées dans les rues et les ruelles, chacune devenant un jouet, tandis que la population mourait sous les mains des envahisseurs. Durant cette semaine de violence, Hulagu organisa un banquet au palais du calife, feignant qu'al-Mustasim était son hôte et se moqua de son manque de sagesse militaire. Après avoir vu Bagdad réduite en ruines et ses citoyens massacrés par milliers, le calife et ses fils furent cousus dans des tapis. Les tapis furent étendus hors de la ville et la cavalerie de Hulagu piétina al-Mustasim et ses héritiers jusqu'à la mort.
Soutenant la théorie selon laquelle le vizir était un traître, Ibn al-Alkami reçut le poste de gouverneur de Bagdad de la part de Hulagu, bien qu'il ne vécût que 3 mois de plus après le terrible sac de la ville. Hulagu laissa une garnison de 3000 hommes pour tenir la ville. L'épouse de Hulagu, Dokuz Khatun, fit en sorte que les chrétiens de Bagdad soient largement épargnés et obtiennent des avantages. Dokuz Khatun, très croyante, avait une tente-chapelle à côté de la sienne et assistait chaque jour à la messe. Elle était très respectée parmi l'élite mongole. Mânk lui-même conseilla à Hulagu de toujours suivre ses conseils. Ainsi, conformément aux souhaits de l'épouse de Hulagu, le palais du calife fut donné au chef de l'église nestorienne, le Catholicos, et Hulagu fit construire une nouvelle cathédrale pour lui. La nouvelle se propagea vite dans toute la chrétienté. Les réactions à la chute de Bagdad furent un petit partagées dans le monde chrétien. Certains y voyèrent le jugement de Dieu contre les Sarrasins et l'accomplissement de la prophétie du prêtre Jean, roi chrétien légendaire censé reprendre la Terre Sainte. Des nobles arméniens ont encouragé Möngke à se présenter comme croisé en Occident, promettant un large soutien. Möngke promit aux Arméniens que les chrétiens domineraient dans la Terre Sainte après la conquête mongole de la Syrie. D'autres considéraient l'avancée des Mongols avec plus de prudence et voyèrent leur progression comme une menace pour les terres chrétiennes situées au-delà des territoires abbassides conquis. Beaucoup ont remarqué que les Mongols considéraient clairement tous les autres souverains, y compris le pape et les rois d'Occident, comme de futurs vassaux de leur propre empire à conquérir s'ils résistaient. Aujourd'hui, c'était Bagdad en ruine. La destruction de Bagdad fut tragique et horrible. Dans tout le monde musulman, l'agonie de la ville fut déplorée et serait rappelée pendant des siècles comme l'un des grands désastres de l'islam sunnite. Bagdad resta dépeuplée durant des siècles. Il fallut attendre 40 ans pour que la ville retrouve seulement 1/10 de sa population d'avant. Peu à peu, cependant, Bagdad redevint un centre économique sous la domination de l'Ilkhanat. Des pièces furent refrappées et le commerce reprit à Bagdad. Et pourtant, Bagdad ne retrouverait jamais sa centralité passée. Des villes comme Damas en Syrie et le Caire en Égypte allaient en rester les centres politiques et économiques du monde musulman pour un certain temps encore. Merci d'avoir regardé. Maintenant, découvrez notre documentaire complet sur les invasions mongoles à l'ouest, disponible sur votre écran dès maintenant. Cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran, ou cliquez sur le lien indiqué dans la description ci-dessous. Découvrez aussi mon roman sur les croisades, Pourquoi le païen se déchaîne-t-il, via le lien dans la description ci-dessous.